Salut, bienvenue à tous à cet autre épisode du podcast Les idées ridicules. Je suis en compagnie de mon frère Michael. Salut! Et moi-même, Jean-William, fidèle à l'habitude. Donc, aujourd'hui, moi et Mike, on vous a préparé un bel épisode, dans le fond, sur les systèmes alimentaires durables. Et pour ce faire, on reçoit en premier lieu Catherine Lefebvre, qui est une figure de proue dans le milieu de la nutrition et qui en inspire plus d'un. On reçoit également Émilie Viaudrouin, qui est une bonne amie, mais qui a également été ma boss au jardin de la Grillnec avec Maud-Hélène Desroches. Puis c'est justement au champ qu'on a eu la chance d'avoir de super belles discussions sur le sujet. Et puis, j'ai bien hâte qu'on continue cette discussion-là ensemble. Yes, puis c'est deux personnes qui ont beaucoup réfléchi à la question des systèmes alimentaires durables et qui vont également nous proposer des solutions, mais surtout des pistes de réflexion sur le sujet. Puis on va avoir la chance vraiment de discuter de la pertinence des systèmes alimentaires durables, autant que ce soit au niveau environnemental que vraiment au niveau social. Également, en terminant, on voudrait faire un petit clin d'œil à nos bons amis Pierre-Antoine Gilbert et Pierre-Luc Houd qui ont démarré l'excellent podcast Une chance qu'on s'aime, que moi et Mike, on a écouté religieusement. Donc, allez voir ça, pardon. Tout est disponible sur Spotify, sur Balado Québec. Vous pouvez également aller voir leur page Instagram, Facebook. Donc, allez écouter ça. Puis en attendant, écoutez le nôtre. Fait que, et voilà, bonne écoute. Salut, bonne écoute. Salut Catherine, salut Émilie. Très content de vous recevoir aujourd'hui. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Yes. Oui, super, merci de nous recevoir. Yes, ça fait plaisir. Moi puis Mike, on aime ça commencer nos épisodes un peu de la même manière là, pour tout le monde. C'est vraiment de savoir vos parcours dans les grandes lignes. Qu'est-ce qui vous a apporté ici aujourd'hui? J'y vais. Donc, en fait, moi, mon parcours agricole, on va dire, a commencé dans les eaux de 2012. Et... Donc, suite à un changement de carrière des communications à je me cherche dans la vie, je suis tombée sur l'agriculture de proximité par chance, je vais dire. Puis, de fil en aiguille, je me suis rendue jusqu'aux études et aujourd'hui à être gérante de ferme. Yeah. En fait, les études, t'es passée donc par l'INAB. Tout à fait. Ouais. Fait qu'on envoie un rappel. On fait à notre épisode Formation en agriculture avec PA. Avec PA, ton bon ami. Tout à fait, grand ami PA. Cool. Nice. Et puis toi, Catherine? Oh boy, moi j'ai un parcours atypique, on va dire. J'ai une formation en nutrition, mais ce qui m'intéresse fondamentalement dans la vie, c'est les gens. Je suis très curieuse, puis je trouve que l'alimentation, c'est une belle porte d'entrée pour avoir des discussions vraiment passionnantes avec les gens. Ça permet beaucoup de connaître l'autre, la culture des gens, les coutumes, tout ça. Fait que c'est vraiment ce que j'essaie d'inclure le plus possible dans mon travail, que ce soit comme co-animatrice dont s'appellent des jeunes, ou dans des conférences, ou dans mes livres, ou des choses comme ça. Partout, là, j'essaie vraiment d'inclure l'humain, puis de partir de plats ou de repas qu'on peut partager, tout ça. Fait que ça tourne beaucoup autour de ça, ma vie. Ah, mais c'est super riche. Puis étant un fan dans S'appelle des jeunes, ça se sent, puis c'est vraiment le fun. Ouais. Merci. Puis tout de suite, je me retourne vers toi, Émilie, parce que je te connais, on a déjà la chance d'en discuter, mais je sais que le militantisme a pris une part importante dans ta vie. Puis là, tu as commencé avec la date 2012. Puis je sais que c'est un moment fort pour la société québécoise en général, là, mais on parle du printemps érable. Mais pour toi aussi, dans ton parcours, ça a été un moment déterminant. Là. Oui, en fait, je pense que notre génération, il y a beaucoup de gens dans ma génération qui vont avoir goûté au militantisme dit, on va dire de rue, là, ouais. donc, cette année-là. Puis effectivement, j'ai été dans ces gens-là qui ont été très allumés par ce qui s'est passé en 2012. Puis en ayant fait beaucoup, justement, de marches, puis en ayant participé à beaucoup de dynamiques de grève et de manifestations, exactement, j'ai senti quelque part une limite dans mon action individuelle. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs qu'en 2012, je me suis présentée aux élections en pensant, tu sais, en essayant cette voie-là plus pragmatique ou bureaucratique. Puis là aussi, j'avoue que j'ai vu certaines limites et j'étais déménagée en Mauricie à ce moment-là, en campagne. Puis en faisant mon jardin, puis en partageant
le fruit de mes efforts, les fruits de mes efforts avec voisins, amis, collègues, etc. J'ai goûté à ça, l'agriculture de proximité, goûté au contact avec les gens, puis à cette éducation-là, en fait, qui se fait naturellement, que je réalisais. Puis c'est ce qui m'a amené finalement de fil en aiguille à découvrir les incroyables comestibles. Oui. Puis j'ai trouvé que c'était une super belle voie pour faire justement du militantisme agricole puis de l'éducation. Fait que j'ai démarré les incroyables comestibles à Trois-Rivières. Ouais, Puis en touchant à ça, j'étais comme mais c'est ça que je veux en fait, tu sais. Puis j'ai réalisé que ça pouvait être un métier. En fait, c'était un métier. Ouais. Fait que dans un grand road trip backpack en Gaspésie, je me cherche pour une deuxième fois dans ma vie, là. Je me suis arrêtée dans un café à Percé, puis je me suis inscrite au cégep en agriculture biologique, justement, à Victoriaville, qui était, à ce jour et même encore aujourd'hui, je pense, le seul cours aussi complet en gestion d'entreprises agricoles, exclusivement en agriculture biologique. Puis moi, j'avais ces valeurs-là, donc c'était naturel pour moi d'aller vers ça. Puis en arrivant à Victoriaville, encore, tu sais... démarrer les incroyables comestibles à Victoriaville. Je me suis impliquée avec la Maison des femmes. Puis de fil en aiguille aussi, j'ai été amenée à faire des conférences à la Société d'horticulture de Victoriaville ou des petites conférences à la bibliothèque, etc. Puis, fait que j'ai beaucoup touché ça à cette éducation-là. Tu sais, comme de passer de militantisme à éducation populaire, pour moi, ça faisait du sens. Ça faisait vraiment du sens, en fait, exactement. Puis... c'est ça. Les études m'ont permis de me développer un super beau réseau dans le milieu agricole. Et là, donc, pour moi, la suite logique, ça a été d'intégrer l'AKP. Et donc, quand c'est ça. Donc, après l'école, un jour, je me suis présentée en Assemblée générale et j'ai brigué le poste de vice-présidente, finalement. Ouais, là, je pense qu'on a quand même tout de suite de certains trucs à éclaircir. Là. On a parlé des incroyables comestibles. Je veux juste prendre le moment d'en parler un peu plus, parce que c'est un super beau mouvement. Bien sûr. Qui est né en Angleterre. Donc, l'idée, c'était... Tu me corriges si je me trompe, mais c'est d'établir des jardins un peu par et pour tout le monde, tu sais. Fait que d'entreprendre, se réapproprier des morceaux de territoire où on crée des jardins, en invitant tout le monde à venir participer à la création de ce jardin-là, puis où tout le monde peut venir récolter les fruits des efforts. C'est bien ça? C'est exactement ça. C'est de se réapproprier, en fait, des espaces publics aussi, ou ses propres espaces privés en devanture pour justement les offrir au monde, tu sais, comme à la vue. En fait, c'est d'arrêter de se cacher dans le fin fond de la cour. Là, tout à fait. Voilà. Ah ouais, nice. Puis là, il y a un deuxième truc, la capée. Qu'est-ce que c'est cette merveilleuse bibite? Oui, hein? Parce que là, on est entre copains et copines, on utilise les slangs. La capée, c'est la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Fait qu'en fait, c'est une coopérative qui a été créée par des producteurs pour fournir des services à d'autres producteurs. Puis c'est vraiment une gang de petits producteurs très diversifiés qui font de l'agriculture de proximité, c'est-à-dire qui vendent eux-mêmes leurs produits, si je peux me permettre grossièrement comme ça. Et donc, pour moi, c'est ça, c'est un super outil pour nous, les producteurs, par exemple pour la représentativité politique ou la formation, etc., mais c'est aussi un super véhicule d'éducation. Et ça fait partie de la mission de l'AKP également. Oui. Notamment aussi avec toutes les cours aussi d'autoconstruction pour les agriculteurs, les producteurs. C'est quand même quelque chose de formidable, ça aussi. Là. Ouais. Un beau réseau de soutien aussi, autant pour les producteurs que pour, comme tu dis, avoir accédé à une plateforme politique et être représenté. Exactement. Puis c'est... j'aime beaucoup le mot « résilience » pour décrire ce qu'apporte cette coopérative-là à l'ensemble de ses membres. Moi, c'est mon expérience en tant que productrice. Ouais. Clairement, dans la solidarité, dans le collectif, c'est sûr qu'on trouve toujours plus de résilience. Voilà. J'adore. Et puis toi, Catherine, on n'en est pas arrivé jusque-là, mais maintenant, tu es dans le CA du collectif La Récolte. Oui. C'est quoi ton rôle? Peux-tu nous expliquer c'est quoi cette affaire-là? Puis... en fait, c'est tout nouveau. Hein? C'est à l'automne dernier là, que je me suis jointe au CA. Récolte, ça fait 5 ans que ça existe, 6 ans. Moi, je les suis depuis le début. Et en gros, c'est donc un regroupement de gens qui vont soutenir et
catalyser, si on veut, des projets qui veulent changer le système alimentaire au mieux. Tu sais, le côté bio, local, mais accessible aussi à tous. Parce que c'est toujours ça un peu l'enjeu, là. Je pense qu'on va s'en reparler. Mais tu sais, donc... d'avoir accès à des aliments frais, sains, cultivés de façon durable, mais que autant les producteurs que les consommateurs vont pouvoir payer un juste prix. C'est comme, moi, je trouve ça, c'est très complexe, mais en même temps, c'est important de se poser ces questions-là puis d'apporter les nuances nécessaires à ces enjeux-là. Donc, j'ai hâte de voir comment mon rôle comme responsable du comité stratégique va me permettre de faire un petit peu plus partie du changement parce que moi, un peu comme toi, Émilie, je suis vraiment dans l'éducation. Dans l'éducation, c'est ça. Puis des fois, comme, tu sais, que ce soit dans des conférences, mais dans des conférences, on arrive à avoir un peu le pouls du public. Hein? Qu'est-ce que le public se pose comme question? Quel message a bien passé ou a moins bien passé? Tu sais, les gens, des fois, ils posent des questions qu'on se dit, OK, ouais, peut-être qu'il faut que je revienne un peu plus. Tu sais, puis selon notre public, on ne s'adresse pas toujours aux mêmes personnes. Mais sinon, comme animatrice de balado, ben, tu sais, les auditeurs, des fois, ils m'écrivent, puis là, je saisis qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont moins bien compris. Mais sinon, c'est difficile d'avoir le pouls de vraiment ce qui se passe. Puis avec Récolte, ça me permet de mieux comprendre aussi qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème, dans les acteurs de changement sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi les enjeux. Tu sais, en tout cas, je trouve ça important, en fait, de suivre ça de près. Mais oui. Puis là, tu parles de terrain. Fait que vous mettez votre pied sur le terrain. Votre terrain de jeu, justement, ça ressemble à quoi? C'est Montréal, Montréal des environs? Bien, en fait, les gros projets sont à Montréal parce que l'organisme est à Montréal. Okay. Donc, on essaie de voir, tu sais, par exemple, avec le Salim qui s'intéresse vraiment à la production et l'accès, de produire localement le plus possible, par exemple. Mais Récolte dans l'équipe, ils ont tous les outils pour justement aller rejoindre d'autres régions qui voudraient aussi évaluer et améliorer le système alimentaire local. Parce que bien évidemment, quand on commence à se regrouper entre nous, les enjeux, les défis à relever ne sont pas les mêmes à Montréal qu'au Saguenay ou qu'à Gatineau. Fait que c'est important de ramener ça un petit peu plus au local parce qu'on est beaucoup dans un système alimentaire qui est très, très, très global et on n'a pas trop idée de ce qui se passe dans les grands champs ou dans les... On ne sait pas ce qui se passe. Oui, c'est ça. Puis pour revenir un petit peu juste en arrière, quand tu parlais de Salim, donc est-ce que tu pourrais identifier et établir qu'est-ce que c'est? Oui, je veux dire les choses correctement, là, mais le Salim, c'est Système alimentaire local et intégré à Montréal. Okay, c'est vraiment très précis. C'est vraiment de renforcer, comme je disais, le réseau d'approvisionnement sur le territoire. Fait que ça, c'est un grand projet que Récolte soutient. Mais des projets comme ça, il y en a plein. Puis des fois, ça peut être... Là, c'est vraiment au niveau du réseau, mais il y a plein de projets que Récolte soutient qui sont beaucoup plus petits. Fait que souvent, ils ont des appels de projets. Là, tout le monde peut mettre la main à la pâte si on veut puis proposer des initiatives. Puis des fois, c'est ça, ça prend des gens qui sont pas nécessairement dans le milieu agricole pour avoir des idées un peu éclatées puis que finalement, c'est comme « Ah ouais, j'avais jamais pensé à ça. » Parce que c'est pas nécessairement notre milieu. Mais en tout cas, fait que bref, tout le monde se rassemble puis partage leurs idées. Puis après ça, Récolte aide à comme structurer un peu puis de mettre en lien avec les bonnes personnes pour faire avancer les projets. Je fais du pouce un peu sur ce que tu as dit aussi. J'aime vraiment l'idée de concevoir vraiment les enjeux globaux, mais de vouloir y répondre de façon très locale, tu sais. Puis moi, j'ai la conviction que c'est comme ça que ça va se passer. C'est de localité, municipalité en municipalité, de petit milieu en petit milieu qu'on va réussir à trouver des solutions. Mais c'est plus réaliste comme ça, je pense. Parce que quand il y a des décisions peut-être un petit peu trop loin de nous qui se prennent, on est comme, mais moi, ça me touche pas, là. Ouais, ou c'est juste pas possible pour moi, là, dans ma région, de fonctionner comme ça, tu sais. Fait que je pense que c'est beaucoup plus... ça devient beaucoup plus réaliste et tangible quand on revient à la communauté, tu sais. Vraiment. C'est très beau. Puis moi, justement...
J'aimerais ça rentrer un peu plus aussi dans le vif du sujet parce que ça, c'est quand même quelque chose, je pense, qui va être au cœur de notre discussion, mais c'est de parler aussi à quel point, des fois, la santé de nos écosystèmes, c'est d'autant plus logique, justement, de s'approvisionner localement. Puis, mais aussi, comment je pourrais dire? Je vais reformuler ma question, désolé. Comment, en fait, la santé des sols, la santé des écosystèmes peut avoir un impact aussi sur notre santé à nous, en tant qu'êtres humains, que ça soit autant dans les centres urbains que dans les milieux ruraux, tu sais? Mm-hmm. Ça, c'est une très bonne question. Puis honnêtement, je pensais pas qu'il y avait des données là, à ce niveau-là. Là. Je me disais... c'est pas quantifiable ou... Ouais, encore une fois, c'est difficile d'évaluer ou d'extrapoler des données, mais je suis tombée sur une étude qui a été faite au Royaume-Uni. Ça a été publié à l'automne dernier, à l'automne 2021. Et dans le fond, ils ont évalué... Attends une minute, je vais trouver les dates que il faut. Cool, ça. On aime ça, les études. On aime ça, les études. Écoute, c'est sur 80 ans. Wow. Ah ouais. OK. Je te donne ça. Il y a quelque chose de le fun qui s'en vient. Non, mais c'est super intéressant. Alors, le titre de l'article, c'est « Les changements historiques par rapport au contenu en minéraux de fruits et légumes au Royaume-Uni de 1940 à 2019. Wow. Donc, c'est plusieurs années et voir est-ce que le contenu de ces fruits et légumes-là a changé. Ouais. Les qualités nutritives. Exactement. Et donc, on remarque que certains minéraux, dans le cas de l'article, on parle de sodium, de fer, de cuivre et de magnésium qui auraient diminué considérablement entre 1940 et 2019. Pourquoi? Ouais. Ça, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comme, OK, bon, déjà qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent à ça, c'est le fun. Ouais. Après, est-ce qu'on pourrait étudier l'impact des sols au Canada? Parce qu'évidemment, ça va changer. C'est pas nécessairement les mêmes produits qu'on cultive, les mêmes fruits et légumes. Mais c'est quand même assez fascinant. Ça va être de voir est-ce que selon différentes pratiques, c'est quand même, on arrive au même résultat. C'est sûr que il y a une petite partie de moi un peu plus biaisée là-dedans qui me dit c'est sûr que non. Là, je veux dire, probablement qu'une terre qui roule depuis justement 80 ans en utilisant des techniques écologiques puis même biologiques, va avoir peut-être un contenu en termes nutritifs plus semblable à ce qui se faisait dans les années 1930 que quelque chose, une production conventionnelle, admettons. Mais reste que j'ai aucun fait scientifique nécessairement pour baser cette réflexion-là. Dans l'article, je sais pas, Émilie, ce que tu en penses, mais dans l'article, il parle de, les différents, bien sûr, la qualité des sols, mais le type de cultivar utilisé. Est-ce qu'on a, comme, justement, là, on a fait l'effet entonnoir un peu, puis là, on cultive les mêmes tomates, les mêmes, est-ce que ça vient de là? En tout cas, il y a plusieurs éléments. Puis évidemment, comme disent toujours les chercheurs à la fin de leurs études, ça va nous prendre plus de données. Pour pouvoir faire des conclusions. On en veut des données. Ben oui. Puis moi, j'avoue que cette question-là, comme je ne suis pas agronome ni scientifique, j'ai tendance à la réfléchir avec mes valeurs puis ma vision de ce que je veux voir se développer sur notre territoire québécois. Parce que ce que ça m'évoque, en fait, comme question, la santé des sols puis la façon qu'on cultive, donc, puis même jusqu'à comment est-ce qu'on met en marché, comment est-ce qu'on rend disponible ces légumes-là pour la population, ces produits-là pour la population. Moi, ça me dit, c'est quel genre d'agriculture qu'on fait, en fait. Puis, vous me faites beaucoup penser, en fait, aux travaux de, je vais pas me tromper dans son nom, là, mais Marie-Monique Robin, qui est en fait une documentariste, je peux dire, là, qui a fait la trilogie Le Monde selon Monsanto, Notre poison quotidien et Les moissons du futur, son dernier, qui est un livre que je recommande chaudement, d'ailleurs, pour prendre conscience de la dynamique mondiale en agriculture. Mais il y a un principe de base qui est nommé dans ce troisième ouvrage-là, justement, puis qui, pour moi, fait partie de la base de l'agriculture biologique, c'est-à-dire notre travail en tant qu'agriculteur, agricultrice, c'est de nourrir le sol. Puis le sol va s'occuper de nourrir la plante. Donc, dans cette logique-là, puis là, contrairement à l'agriculture chimique, qui, elle, se base sur une dynamique de
donner à la plante ce qu'elle a besoin pour pouvoir arriver à maturité. Là. Et donc, mais pour moi, c'est très évocateur parce qu'en fait, ça veut donc dire qu'on prend soin de notre sol, on prend soin de notre territoire. Puis peut-être que je suis moi aussi très biaisée, là, mais mon positivisme puis mon envie de monde meilleur me dit que justement, donc, si on prend soin de notre sol, si un sol en santé, c'est une population en santé. J'ai envie d'être aussi simple que ça. Tu sais, pour être peut-être la moins biaisée, là, parce que je suis aussi. Mais en fait, on commence à s'intéresser beaucoup plus quand on parle de santé globale. Tu sais, comme on a commencé à parler, on peut pas juste... Tu sais, quand on mange pas des nutriments. Tu sais, on mange des aliments dans leur ensemble qui viennent avec toutes sortes de... Tu sais, nos façons de manger, d'échanger, de cuisiner. Après, on a commencé à s'intéresser de façon plus globale ou, tu sais, de faire des ponts entre l'alimentation, l'agriculture. Bon, ça va ensemble, évidemment. Bien sûr. Mais, en tout cas, moi, je me rappelle quand j'étudiais en nutrition, c'était quand même assez loin, l'agriculture. Tu sais, on n'en parlait pas. J'ai pas eu de cours en agriculture ou rien, là. Tu sais, c'était comme très détaché. C'était plus des cours, tu sais, entre disciplines de la santé, genre, mais pas agriculture. Et vraiment, là, on commence quand on parle de santé globale, on peut pas faire fi de l'environnement. Exactement. Tu sais, c'est un milieu de vie qui inclut plein d'êtres vivants et non vivants qui, s'ils ne retrouvent pas une forme d'équilibre, à un moment donné, ça marche pas. Mais non, c'est vrai. Exactement. Je pense que là, on le voit. Là, mais... Ben oui, puis tu me fais réaliser que, tu sais, dans le fond, un des grands enjeux de notre époque, c'est bien les changements climatiques. Puis toute cette idée-là, c'est justement, c'est pas nous qu'il faut sauver, c'est la nature. Puis c'est toute cette dynamique-là de faire ça pour l'environnement. Absolument. Puis, tu sais, dans un sens, je pense que comme tu le disais, cette relation, même à l'échelle, tu sais, justement, des changements climatiques, c'est la même relation que, tu sais, si je veux juste, admettons, donner à ma plante qu'est-ce qu'elle a besoin pour pouvoir, genre, mieux la récolter après sans nécessairement souci ou sans réflexion de tout ce qui se passe après et avant. Mais c'est un peu le même principe pour les changements climatiques. Tu sais, si je prends soin de mon sol sera nourricier et prendra soin de moi. Si je prends soin de l'environnement sera face et nourricier et on pourra tout vivre aussi, coexister là-dedans, même si ça sonne très naïf quand même. Mais en même temps, tu dis ça, mais nous, on a reçu Alain Olivier à notre podcast qui a écrit La Révolution agroécologique, qui est professeur à l'Université Laval. Ah oui, j'en ai parlé de ça. Super livre. Une autre belle référence. On va lire en fin de semaine. Mais bref, lui, ce qu'il disait, puis c'est très pragmatique, là, comme, oui, il y a le côté peut-être un peu optimiste et romantique de tout ça, mais il y a le côté très pragmatique qui disait, tu sais, oui, l'agriculture conventionnelle, on est beaucoup dans le rendement. Hein, tu sais, justement, qu'est-ce qu'on va donner à la plante pour qu'elle produise le plus possible puis qu'elle m'assure des récoltes tout le temps? Bon. Mais si on réfléchit pas à, tu sais, bon, par exemple, lui est beaucoup dans l'agroforesterie, fait que, tu sais, mettre des arbres un peu à travers tout ça pour que, tu sais, autant les sols qu'il y ait un peu d'ombre, puis, tu sais, bon, tout ça. Mais, OK, peut-être que je vais produire un peu moins, parce que c'est toujours là-dessus qu'on tape. Tu sais, mais là, je vais moins produire. Peut-être que je vais produire un peu moins, mais dans 100 ans, je vais encore produire. Exact, Fait que, tu sais, à un moment donné, ça va être plus productif, là. Oui, dans ce sens-là, ben oui, au niveau du rendement, totalement. C'est sûr que la vision long terme, effectivement. Oui, puis après ça, c'est tout, encore une fois, c'est tout l'écosystème qui vient avec ça, que l'un ne va pas sans l'autre. Donc, si on ne prend pas soin de l'écosystème dans son ensemble, ben ça ne marchera pas. Là. Ah non, c'est ça. Puis je fais du pouce aussi. On a fait un épisode justement sur les changements climatiques, l'agriculture. Il y avait Antonius Petro de chez Régénération Canada qui est venu, il nous en a parlé. Là, puis c'est très... il nous l'a expliqué, puis c'est vraiment... C'est clair. Là, si on veut réussir à travailler notre résilience face au changement climatique, ça passe par la santé de nos sols. Pour plein de raisons. La structure du sol pour séquestrer le carbone, résister aux intempéries. Ben oui, les sécheresses et tout. Fait que, mais les micro-organismes aussi, tu sais, comme justement, Alain Olivier m'avait dit, tu sais, c'est facile de parler de la préservation d'espèces comme le tigre de Sibérie ou comme le panda, mais comme des moisissures, là, puis des bébites, là, des bactéries, comme
tu sais, c'est comme, on dirait qu'on est moins attaché, mais pourtant, tu sais, le rôle est comme immense. Ah oui, c'est ça. Puis c'est d'autant plus, c'est d'autant plus concret que, tu sais, je peux avoir un impact sur le sol, là, chez moi, alors que le panda, je sais pas, je peux lever une campagne de financement, peut-être, là, mais c'est pas, ça va pas avoir autant d'impact, là, mettons. Là, j'ai envie qu'on se pose aussi une autre question parce que c'est beau, la santé des sols et tout. Puis là, en tant que consommateur, ben, on se dit, c'est simple, on va aller acheter des bons légumes faits par des agriculteurs qui prennent soin de nos sols. Puis là, il y a souvent la même réponse qui vient de la part de plusieurs personnes. C'est comme, je veux bien, mais j'ai pas les moyens, tu sais. Je m'en vais à l'épicerie, je regarde le prix, puis ça marche juste pas, tu sais. Je veux dire, fait que c'est quoi qu'on a à répondre à ce monde-là qui voudrait, mais qui ont l'impression que ça marche pas, là, ça suit pas leur budget, là. Ben, j'ai l'impression que ça va être une réponse qui va être encore plus difficile à répondre parce que avec l'augmentation, tout augmente, là. L'insécurité alimentaire est d'autant plus présente. Ben oui, puis moi, j'ai vraiment envie qu'on commence à aborder cette question-là avec une prémisse qui, en mon sens, est hyper importante. L'individu ne peut pas être le seul responsable de ce grand changement-là. Donc, si c'est pas un mouvement de société, je comprends l'individu qui peine à trouver ressources, informations pertinentes pour savoir où trouver des aliments frais, où trouver des aliments locaux, comment cuisiner ces aliments locaux-là et frais, etc. Et ben, c'est ce qui m'amène tout de suite à justement parler de littératie alimentaire. Heureusement, qui est un terme qui commence de plus en plus à être popularisé. Merci Radio-Canada. Et donc, c'est ça, la littératie alimentaire, en fait, c'est pas juste de savoir comment pousse une tomate, mais c'est de savoir où je peux aller l'acheter. Quand je vais l'acheter, d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce que je la cuisine, etc. Donc, puis tout ça, c'est des connaissances super importantes qui finalement permettent, à mon sens, aux gens de se nourrir à moindre coût. Je m'explique, une sauce tomate, ça coûte moins cher à faire qu'à acheter toute faite. Fait qu'effectivement, moi-même et plusieurs amis d'ailleurs, on a fait le test en étant aux études, là. C'est possible de se nourrir bio à l'année, bio local à l'année, même avec un petit portefeuille, mais ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts et beaucoup de connaissances. Puis, tu sais, là, je parle de comment cuisiner un aliment, mais des fois, c'est aussi où aller chercher cet aliment-là. Sans que ça soit une épicerie fine ou... Exact. Où est-ce que les prix peuvent parfois être exorbitants. Puis, tu sais, je la comprends, cette chaîne-là de distribution, puis tout ça, où est-ce que les prix ont cette inflation-là. Oui, il y a l'inflation, mais je veux dire, les prix augmentent parce qu'il y a beaucoup d'intermédiaires à payer, puis chaque intermédiaire, bon. Mais c'est intéressant de savoir, alors que le réseau des familles de famille était encore chez Équiterre, qui depuis 2 ans est maintenant rendu à l'ACAP, avec l'ACAP. Et donc, lorsque c'était avec Équiterre faisait beaucoup de recherches par rapport à comment ça se passait pour les paniers bio et tout ça. Puis, si je me trompe pas, fin 2015-2016, ils ont sorti justement une étude sur le prix des légumes dans les paniers bio. Puis, on allait parfois jusqu'à 28% moins cher. Par rapport à quoi? Par rapport au même produit, au même produit bio en épicerie. Donc, c'est vraiment une comparaison de 2 produits similaires. Une tomate bio locale chez un grand épicier ou une tomate bio locale chez nous, fermée de famille. C'était jusqu'à 28% moins cher et de façon générale, 14%. L'ensemble du panier. Donc là, c'est super intéressant parce qu'on réalise qu'il y en a une accessibilité. Puis en plus, tant qu'à moi, c'est extraordinaire parce que c'est en tout cas, ça fait place à cette relation-là. À cette relation-là. Ben oui, exactement. Puis, tu sais, c'est ça. Mais de savoir que, ça existe, de savoir quand est-ce qu'on s'inscrit, de savoir, tu sais, etc. Fait que ça, moi, je pense que c'est des outils qui doivent être intégrés à notre éducation. Et là, je cogne toc toc à la porte du ministère de l'Éducation et je dis OK, les chums, là, on a du travail sur la planche. Allez. Faut commencer, là. Puis je tiens à dire que c'est le fun parce que moi je suis super positive par rapport à ça parce que on n'a pas à réinventer la roue. Ça tombe bien
Il y a des gens qui ont tout fait ça avant nous. Maintenant, c'est juste de mettre en place les actions, mettre en place les projets. Fait que je pense, par exemple, au projet agricole, qui a pris place en Mauricie, puis qui est tellement une grande réussite, puis qui fait de l'éducation, finalement, en milieu scolaire primaire par rapport à l'alimentation, puis à l'agriculture. Puis de savoir que ces enfants-là vont partir dans leur petit bagage avec ces connaissances-là, moi, j'en viens très rassurée. Je pense que c'est ça, en fait, la littératie alimentaire. Ça commence comme ça. Ouais. Mais aussi, j'ajouterais, c'est super important, la littératie alimentaire, là, 100%, puis je pense que les gens doivent savoir concrètement ce que ça veut dire. Mais au-delà de ça, je pense que l'insécurité alimentaire, c'est un problème de pauvreté. Fait que même si on a les connaissances, même si on veut, même si on vraiment, toutes nos valeurs sont là-dedans, à un moment donné, si tu travailles 2 jobs puis que tu y arrives à peu près, puis c'est vraiment difficile, puis que là, faut que tu payes ton panier à l'avance, puis que là, faut que tu sois là le jeudi soir parce que c'est là que ça passe. Il y a comme plein d'enjeux qui fait en sorte que malgré tout ça, ben ça va être difficile. Puis encore une fois, on a tendance à suggérer des gestes individuels. Alors que, tu parlais de politique, là, c'est bien important, ça. Ouais, c'est ça. Toc, tous les ministres. Il faut que les politiques soient facilitantes pour tout le monde. Il faut que les agriculteurs soient bien payés. Il faut que les modèles d'agriculture écologique soient les plus faciles à adopter. Puis il faut que les aliments produits de façon durable soient accessibles à tous, puis accessibles d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue comme géographique ou genre... Parce qu'il y a des déserts alimentaires. Exact. C'est comme si tu n'as pas de voiture, puis que l'option la plus près de chez toi, il faut que tu prennes l'autobus pendant 45 minutes, puis tes 2 enfants attendent à la maison. Il y a juste un casse-tête impossible à résoudre dans ce contexte-là. Fait que c'est plusieurs enjeux. Il y a plusieurs acteurs autour de la table qui devraient être impliqués. Mais, puis, tu sais, bien sûr, je pense moi aussi, je suis pleine d'espoir. Là. Je trouve ça beau de voir la popularité, que ce soit, tu sais, des paniers bio, des marchés fermiers, des marchés solidaires, tu sais, tout ça. Mais, tu sais, le consommateur comme tel, là, il y a ses limites, puis il y a ses contraintes, puis c'est pas parce qu'il n'y a pas les valeurs à bonne place ou que c'est pas une bonne personne. Non, c'est ça, mais tu vois, c'est un peu ça, tu sais, souvent, même en santé, tu sais, c'est comme, mange ça, mange pas ça, tout à sinon, c'est pas bon. Je suis vraiment contente que tu ailles dans cette direction-là, en fait, parce que j'ai envie de dire, avec toute la bienveillance du monde, là, que je pense que on est rendu à faire évoluer l'expression « acheter, c'est voter ». Exact. Parce que c'est tellement vrai, acheter, c'est voter, mais c'est pas vrai qu'on a les outils pour le faire. Que individuellement, c'est pas là. C'est acheter, c'est voter, c'est un message, en fait, au gouvernement de donner les moyens. Donc, moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est toc, toc, toc. En éducation, toc, 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 au ministère de l'Agriculture. De la santé. De l'économie, des transports. Comme c'est tout le monde, exactement, là. Oui. Puis, tu sais, ça me ramène à ce qu'on disait un peu plus tôt sur l'importance peut-être de produire mieux que plus. Puis, pour moi, c'est d'avoir une certaine vision politique que de dire, je veux pas 10 000 agriculteurs au Québec. J'en veux pas 30 000, j'en veux 100 000. Je veux 100 000 petits agriculteurs partout sur le territoire. En plus, on est vraiment chanceuse. Nous ne sommes pas développés comme les petits pays d'Europe. Oui, ben non, c'est ça, exact. Beaucoup de territoires. Alors, profitons-en, faisons ça comme il le faut, comme il faudrait, en tout cas. Mais, tu sais, fait que moi, je vois toutes ces opportunités-là, mais en tout cas, je suis vraiment contente que tu es là parce que je pense que c'est vraiment important de souligner que là, je pense que la balle est dans le camp des politiciens. Oui, puis je pense que, tu sais, on le voit là, dans les messages, tu sais,
des COP26, là, puis des bon, ça, ils jasent, tu sais, ils en parlent parce que là, les gens veulent qu'on en parle, tu sais. Mais là, j'ai l'impression que c'est comme, ah ouais, ben là, il faudrait bien faire plaisir aux électeurs, là, puis faire comme si ça nous intéressait. Mais là, j'ai comme hâte qu'on passe à l'action, tu sais. Parce qu'on a comme plus le temps d'en parler. Tu sais. Il faut que... c'est ça, je reviens avec mes affaires de politique, là, mais c'est parce que c'est vraiment là que ça passe. Tu sais. Quand c'est... Tu sais, c'est comme les habitudes de vie. Tu sais, si ton environnement autour de toi est facilitant tu sais, au transport actif, à l'accès à des aliments sains, abordables, ça va être facile d'être en santé. C'est la même chose pour l'agriculture. Il faut que l'environnement soit facilitant pour ça, pour tout le monde. Absolument. Exactement. Oui, c'est ça. Je pense c'est comme, tu sais, à la Grenette, on le sait, on est allé s'installer dans un parc dans Saint-Henri, puis que je sais quand Maud Hélène s'est installée là-bas, c'était un désert alimentaire, tu sais. Elle a réfléchi quand même son point de chute en se disant, je m'en vais desservir une zone qui, normalement, ne serait pas desservie. C'est dans le parc. Puis, c'est sûr, si tu es hyper pressé dans ton horaire, puis là, tu sais qu'il faut que tu ailles faire, comme tu disais, 45 minutes de boss pour aller peut-être au marché le plus près, ça ne marche pas. Mais là, c'est dans le parc, tu as peut-être juste besoin de sortir, aller au coin, ramasser ton panier, rentrer. Tu sais, ça commence à faire du sens, là, tu sais. C'est comme si tu fais du vélo puis tu as une piste cyclable devant chez vous, ça marche bien, et tu sais. voilà. Si tu as juste une autoroute devant chez vous, tu prendras peut-être pas ton vélo, tu sais. Puis, tu sais, je pense qu'il y a comme aussi, tu sais, comme tu disais, je pense qu'il y a juste qu'à un certain point aussi, souvent, quand on est dans une situation plus difficile, c'est rare qu'on s'attend à être, mettons, dans une situation plus difficile pour les 40 prochaines années de notre vie, tu sais. Souvent, c'est un moment transitoire. Fait que d'avoir des outils aussi pour les accompagner tu sais, accompagner les gens qui ont de la difficulté à s'alimenter dans un moment précis de leur vie, que ce soit aussi via des organismes. Tu sais, des organismes comme le Collectif Récolte, il y en a beaucoup d'autres aussi. Tu sais, au Détour, moi, je pense au Détour, notamment dans Pointe-Saint-Charles, qui est encore un des plus gros déserts alimentaires. Tout le nord aussi, là, Montréal-Nord, qui a une super grande demande. Fait tu sais, même tu sais, je trouve que ça serait une des bonnes solutions aussi, pas si compromettantes que ça, mettons, pour le gouvernement, de juste pitcher de l'argent aux organismes. Eux, ils savent où la demande, ils ont l'expertise, ils savent quoi faire. Genre... Oui, puis c'est encore une fois, ça revient à prendre le pouls du terrain. Parce que, tu sais, t'as beau être autour d'une table avec des chercheurs, puis des ça qui parlent de comme... théoriquement, qu'est-ce qui marche pas. Mais tu sais, dans la réalité des gens, moi, je veux savoir, c'est quoi tes freins, c'est quoi tes obstacles, comme toi, dans ton quartier, c'est quoi qui manque? Parce que dans l'autre quartier, à l'autre bout de la ville, c'est pas la même réalité, tu sais. C'est pas les mêmes communautés, puis c'est pas, tu sais, ils veulent pas manger la même chose, ou tu sais, comme il y a plein de choses comme ça qui sont importantes de connaître pour avoir une solution adaptée. Puis ça, la seule façon de le savoir, c'est de parler au monde, tu sais. Oui, effectivement. Moi, j'aimerais ça parler un petit peu avec vous. Je trouve que vous l'avez bien abordé. Là, je pense qu'en ce moment, il y a une espèce de mode là, où c'est vraiment... peut-être que c'est jumelé. C'est dû à l'espèce d'individualisme ambiant, mais on tend à remettre tout le poids, la culpabilité, toute la responsabilité de l'alimentation, puis même de l'environnement sur l'individu. Mais... ou sinon, c'est quoi les autres solutions quand on veut essayer de faire des changements, que ce soit au niveau qu'on aille vers une agriculture plus raisonnée, qu'on fasse des meilleurs choix au niveau de l'environnement. C'est quoi les actions collectives qu'on peut prendre? Si on pouvait, du jour au lendemain, tu sais, donner, être dans le bureau du premier ministre. Oui, c'est ça, exact. Vous êtes nos deux ministres, là. Genre, let's go. Fait que là, la question... c'est ça. Puis là, la question, c'est... on n'a plus nos chapeaux de Catherine, nutritionniste, et Émilie, fermière. Là, ministre de l'économie, ministre de l'environnement. Let's go! En plus, ben oui. C'est grand. C'est fun, écoute... C'est trop une grande question. Parce que je pense quand même, je sais que tu as déjà écrit un article à ce sujet-là, puis tu nous en avais déjà parlé en honte, j'ai trouvé ça super intéressant, mais des institutions comme des hôpitaux, des hôpitaux qui ont décidé de s'approvisionner. Oui, c'est ça, exactement, Donc, un hôpital, grand centre hospitalier qui décide de faire un partenariat avec une ferme, un fermier de famille, finalement, pour accroître les légumes bio locaux dans son menu. Bien, ça, c'est un super bon exemple. Ça. C'est ça. Puis ça, c'est comme les...
les petites révolutions. Ouais, c'est ça. C'est comme ça en prend un, parce que, écoute, moi, j'en ai fait des stages au CHUM, là. Tu sais, on avait comme pas le choix. J'étais pognée là. mais c'était, tu sais, c'est beaucoup, bien sûr, ils ont un budget très limité avec lequel travailler. Il y a toutes sortes de lois, d'appels d'offres, de ci, de ça, tu sais, qui compliquent un peu la chose, mais ça prend juste comme une petite révolution pour prouver que, ben tiens, ça se peut. Ça marche, il y a un précédent, on peut le refaire. Puis là, tu sais, en plus, tu peux toujours jouer sur, OK, ils ont eu plein de presse, il y a eu plein d'articles sur eux. Là, ils inspirent d'autres centres hospitaliers au Canada, dans le monde. Tu sais, c'est le fun, ça, pour ton institution, d'avoir ça comme... Fait que c'est ça prend des... plus de petites révolutions comme ça. Ça, c'est définitivement, là, dans des institutions. Puis ça finit toujours par être une collaboration entre un organisme terrain et une institution qui a l'ouverture d'esprit puis qui se dit, tu sais quoi, on le fait. Ce sera pas parfait, là, on va pas changer 100% de notre menu, mais mettons qu'on commence avec 10%. Tu sais. C'est mieux que rien. C'est mieux que de stagner. Ça ouvre la porte aussi à quelque chose, tu sais, c'est comme... Ouais, exactement. Puis peut-être que, justement, au final, dans les calculs, c'est comme... C'est pas si plus cher que ça, tu sais, quand on se nourrit en saison puis on fait des achats peut-être plus groupés ou des choses comme ça, en tout cas. Bref, mais ça, c'est un bon exemple. Ben oui, vraiment. Puis d'ailleurs, un exemple qui est en lien direct avec l'AKP, en fait. Là. Puis moi, c'est là que j'ai envie... on va toujours revenir à ça, je pense, là, de revenir à la politique dans le sens où, tu sais, je les connais, les gens qui sont impliqués dans ces projets-là, puis c'est du gros travail collectif, mais finalement individuel, parce que c'est 1, 2, 3 entreprises privées avec 1, 2, 3 institutions, et donc c'est... Fait qu'on voit la volonté, on voit que ça fonctionne, un peu comme je disais tantôt, on n'a pas besoin de réinventer la roue, les solutions sont là, mais il faut les mettre en application. Puis c'est là que je vois que vraiment c'est autour de l'État à mettre du sien, puis à décider que dans sa vision du monde, de son territoire, du Québec, l'agriculture a une place importante, l'alimentation a une place importante, et pour ça, la mathématique est super facile à faire. C'est, comme tu as dit, investi. C'est investi. Alors, nous, on court à l'AKP, on court après, justement, des subventions par-ci, par-là pour différents projets. Quand on est chanceux, chanceuse, on les a. Puis des fois, non. Elle est où l'argent récurrente? Puis moi, de l'argent récurrente, ça démontre que ta vision est là. Des subventions à la pièce, comme tu as dit un peu par rapport à la coop, à la COP 26, Catherine, je trouve vraiment que c'est comme... Ah, tu sais, là, on donne un nanan, mais il est où le projet? Il est où le projet de société? Ben, là? Puis au-delà du projet, tu sais, comme un projet, pour moi, c'est comme une idée, puis un plan peut-être, là, mais tu sais, vraiment, là, l'échéancier. Oui. Avec du monde, là, qui vont... Concrètement. Qui vont faire en sorte que les choses se passent. Vraiment. Puis on le voit, que ça soit en France, que ça soit aux États-Unis, quand l'État, que ça soit à n'importe quel palier, là, municipal, provincial, lorsqu'on met de l'argent puis qu'on instaure des marchés publics dans les villages, lorsqu'on instaure des points de chute... Une vitalité. Là. Exactement. Mais ça reste parce qu'on est là sur le terrain. Fait que je pense que du côté des producteurs, du côté même de tous les acteurs du bioalimentaire au Québec, là, on a parlé du collectif Récolte, puis on pourrait parler de tellement d'initiatives en alimentation, puis en agriculture durable. Honnêtement, là, notre petite gang, on a fait notre bout de chemin, je pense. Tu sais, c'est comme... Puis... je pense que je peux pas dire que je vais vraiment inviter les gens à regarder la plateforme agricole de Québec solidaire parce que, en toute transparence, je suis responsable agriculture au sein du parti. Là. Ah ouais, ouais, parce que c'est super cool. En fait, à Québec solidaire, il y a des commissions thématiques qu'on appelle. Donc, agriculture, économie, éducation. Puis, bénévolement, des membres du parti qui s'intéressent à ces questions-là se regroupent en commission comme ça pour discuter. Puis, élaborer différents projets, tout ça. Puis, je pense que l'esprit à Québec solidaire, c'est genre... honnêtement, vous pouvez prendre toutes nos bonnes idées. Tant que ça se passe, on est content. Ah ouais, c'est ça. On se cache pas, là. Fait que... puis je pense qu'on a développé... c'est ça, des idées qui pourraient vraiment être intéressantes, justement, pour
la résilience de nos communautés, mais justement aussi l'accessibilité, puis voilà. Ouais, moi aussi, j'ai bien espoir. Là. Il y a justement des actions professionnelles qui s'en viennent. Puis j'aimerais bien ça, justement, ça soit un sujet qui reviennent, qu'on entende parler. Puis ça, là, tu sais, parlant d'élections, là, c'est toujours quelque chose qui revient quand j'ai des discussions avec des gens du milieu, là, des acteurs de changement. C'est toujours ça, tu sais, de dire, ben, écrivez à votre député. Si vous avez une idée, là, puis encore plus si c'est un simili-projet, écrivez vos idées, puis parlez-en, parce que ça fait pression. Puis encore une fois, ils veulent aller chercher des votes tout le temps. Oui, c'est ça. Fait que si ça peut comme faire débloquer une couple d'affaires, tu sais, puis qu'ils reçoivent comme 5, 10, 15, 20 lettres à la main. Oui. Tu sais, bon, avec des petits collants. Mais bref, tu sais, c'est ça. C'est comme des gestes auxquels on pense peut-être pas. On se dit, voyons, ils vont jamais les reçus, ils vont jamais ouvrir mon courriel. Mais je pense que c'est un geste concret qu'individuellement, on peut poser, qui va être encore dans la lignée de acheter, c'est voter, là, mais de faire passer nos messages aux politiciens. Oui, puis d'au moins signifier que la mouvance est là, sans qu'il y ait nécessairement... d'au moins montrer qu'il y a une intention, une volonté, même si c'est une partie de la population. Ça peut être une partie de la population qui vont vouloir aller chercher éventuellement. Puis je rajouterais aussi de s'engager dans les mouvements. Je veux dire, c'est souvent ça, tu t'en as parlé avec la CAP, mais de s'engager dans un regroupement où là, c'est plusieurs voix qui est portée par un même organisme comme ça. C'est sûr que ça a un pouvoir d'influence tellement plus puissant, puis c'est souvent ça, j'ai l'impression que pour eux, ça, là, il va falloir qu'on se rassemble puis qu'on lead un peu c'est quoi les projets qui s'en viennent, parce que je pense pas que c'est le politique qui va par lui-même mener des beaux projets comme on a envie de les voir, fait que... Mais sinon, c'est qu'il faut proposer des solutions concrètes à partir du modèle existant. OK. Parce que, c'est une hypothèse. Okay. c'est parce que, tu sais, j'en fais penser à un chef américain, Dan Giusti, qui a Brigade. C'est un organisme que lui s'est dit, OK, vous n'avez pas de budget pour les cafétérias scolaires. Parfait, je vais prendre votre budget, puis moi, je vais m'organiser avec ça, puis je vais métamorphoser le menu des écoles pour que les enfants aient des aliments comme cuisinés maison au lieu d'avoir des affaires tout achetées puis des aliments ultra transformés tout le temps. Puis il y a juste comme revirer le menu à l'envers, tu sais, parce que le gars, il est créatif, puis lui, il est comme, ben non, la vinaigrette en seau, tu sais, pour toutes les affaires. Fait que c'est comme, c'est sûr que si on arrive par exemple, au ministère de la Santé, puis on est comme, hey, le menu de la cafétéria ou tu sais, de l'hôpital, faudrait qu'il y ait des légumes frais, puis des, tu sais, pas de patates en poudre, puis tatata. Ben, les ministères, ils vont faire comme, ben, je veux bien, là, mais tu sais, moi, là, maintenant, ça marche pas dans mon budget. Puis tu sais, ce que tu disais par rapport à l'investissement, Émilie, c'est que souvent, c'est comme, si je mets de l'argent maintenant, moi, je veux des résultats demain. Alors que nous, là, toutes nos discussions puis nos idées, c'est comme, OK, investis maintenant pour que dans le futur, pas si proche que ça va être vraiment payant. Mais c'est comme, tu sais, déjà que les gouvernements, c'est comme aux 4 ans. Là. C'est ça. Fait que c'est difficile de vraiment aller dans l'avenir tant que ça. Exactement. Les fameux 4 ans de difficulté à voir vraiment les projets long terme, ça se trouve tout le temps à être... Fait que c'est comme s'il faut jouer avec la machine, l'espèce de paquebot existant, mais le métamorphoser de l'intérieur, là, comme pour que ça ait l'air d'être la même machine, mais que finalement, tu sais, ça perd différemment. C'est ça, exactement. Ça donne des idées, ça donne de l'espoir, c'est le fun. Mais bon, on arrive quand même à la toute fin de cette conversation, puis on aime bien finir de la même façon qu'on commence. Mais c'est-à-dire là, on a parlé d'un peu de c'est quoi le parcours qui vous a amené jusqu'ici, mais on aimerait ça savoir maintenant, c'est quoi qui s'en vient dans vos projets futurs, vos aspirations, c'est quoi qui vous inspire à continuer. Là. J'ai bien gros idée. Ouais, c'est ça, moi aussi. Là. Ah ben, pichez-là, allez-y, visez large. Parfait. Ben, dans le fond, Michael, tu le disais, nous sommes en année électorale. Alors, moi, à court terme, ça va être de continuer à travailler cette plateforme-là de Québec solidaire parce que c'est quelque chose ça me tient énormément à cœur.
je trouve ça important qu'il y ait un des partis politiques et celui auquel je m'associe au niveau des valeurs, là, tout ça, qui ait une plateforme agricole cohérente puis porteuse d'espoir. Parce que, mon Dieu, c'est tellement le fun. C'est ça. Sinon, j'avoue que, avec mon implication avec l'AKP et tout, je ne rêve pas petit. Alors, je nous espère vraiment à court, moyen terme le développement des plus grands réseaux de mise en marché de proximité, c'est-à-dire qu'on passe par les marchés de solidarité, qu'on passe par les marchés publics, que ça soit par les kiosques fermiers à la ferme, tu sais, comme peu importe, mais qui est cette mouvance-là massive, collective, tu sais, des gens qu'on se réapproprie notre alimentation parce que en faisant ça, ben on va se réapproprier les aliments. Puis j'espère sincèrement qu'on va faire ça en cohérence avec nos saisons et ce que le territoire québécois peut nous offrir. Tellement. Alors, écrivez-moi, appelez-moi, je vous dirai comment. Envoyer une lettre écrite à oui, c'est ça. À la main, avec des petits collants. Avec des petits collants. Des petits emojis collés. Comment on conserve nos légumes, comment on cuisine le chou rave de 12 façons différentes pour jamais se tanner. Mais aussi comment, je pense, il faudra quelque part... Puis ça, là, je trouve que c'est tellement dans l'air du temps, tu sais, avec les changements climatiques, tout ça, c'est... On a vécu d'une certaine façon, puis c'était pas ça. Okay? On est allé dans une hyper-consommation en tant qu'espèce, je vais dire, bon, comme ça. Puis on sait que aujourd'hui, on le sait que c'est pas la bonne direction. Puis moi, je pense qu'on n'est plus à... Arrêtons de se taper dessus. Là, on va juste entreprendre les projets positifs puis lumineux. Puis quelque part, ben ça, c'est justement de créer tous ces liens-là. Et ben oui, je nous souhaite vraiment ça, en fait, là, à pour le futur proche. Clairement. À notre futur proche. Merci. Voilà. C'est un beau Très inspirant. Plein de lumière. Moi, je n'ai pas toutes ces aspirations-là. Moi, je peux écrire des lettres à la main. Mais en fait, moi, j'ai comme... mon souhait est vraiment collectif. J'espère qu'ensemble, on va... Tu sais, qu'on va peut-être s'écouter plus. Tu sais, un peu comprendre d'où on part, où est-ce qu'on s'en va, tout le monde. On s'en va pas nécessairement tous dans la même direction, à la même vitesse, mais je pense qu'on peut se retrouver quelque part. Je pense qu'on peut partager plus de choses. Là. Je nous souhaite ça. Là. Beaucoup de partage, beaucoup de bienveillance. Puis de comprendre que c'est ça, on peut pas tout faire à la même vitesse, mais que ensemble, si on se tient, ça va être beaucoup plus facile d'avancer que si on est chacun tout seul de notre bord puis qu'on essaie de gravir des montagnes. Qu'on pourrait peut-être se retrouver un jugement là-dedans. Oui, clairement. Un petit banc de parc. Un petit banc de parc. Un petit peu. Wow, ben merci. Pour vrai, c'était une super conversation. Merci Catherine d'être venue. Merci aussi Émilie, c'était super. Vous avez participé puis vous avez enrichi de vos réflexions. C'était vraiment intéressant. Merci énormément. Cool. Bye, merci. Merci d'avoir été des nôtres, guys. Grande nouveauté cette année, nous sommes aussi maintenant présents sur Patreon. Donc, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines à l'avance en primeur. Puis, quelque chose me dit que tous les abonnés pourront également avoir accès à des contenus exclusifs. Alors, si vous souhaitez nous soutenir, allez vous abonner à notre compte Patreon, Les Idées Radicules. Sinon, comme d'habitude, tous les épisodes seront disponibles 2 semaines plus tard sur nos plateformes. Et donc, si c'est pas déjà fait, allez nous suivre sur notre page Facebook et la chaîne YouTube d'Élevage et Culture pour regarder tous les épisodes vidéo des Idées Radicules. Et puis, pour les amateurs de contenu audio uniquement, vous pouvez nous retrouver en fait sur Spotify, Apple Music et Google Podcast. À la prochaine, guys! Salut, merci!